quel moment idéal faut-il faire le diag? Alors, il n'y a pas vraiment de moment de moment idéaux. On pourrait imaginer, en fait, en fonction du cycle de vie dans lequel se trouve l'organisation, de pouvoir effectivement utiliser le diag et ses résultats pour aider l'organisation à progresser. Et là, je vois une intégration, par exemple, de deux entités, pour accompagner une fusion, comprendre en fait les cultures agiles qu'il y a dans les deux entités qui vont se joindre, ça peut être intéressant. À la veille en fait d'une transformation importante, ça peut également être intéressant, ou simplement en prévision de turbulences qui arrivent dans l'environnement. Euh, voilà, ça peut également être intéressant. Maintenant, ça dépend en fait si on va chercher davantage à une approche palliative, où on a déjà le sentiment d'être dans une difficulté, ou bien si on souhaite anticiper quelque part ce qui va venir. Donc, a priori, il n'y a pas de bon moment où, fondamentalement, tous les moments sont bons. Hmm, ok. Et il y a vraiment quelque chose qui sort du lot dans ce diag, c'est l'engagement à pouvoir mesurer la vicabilité de l'environnement. Euh, comment c'est possible? Alors, dans cet assessment online, il y a en fait 10 questions qui portent sur la vicabilité perçue par les répondants. Et donc, ce qu'on va faire, il y a 7 questions qui sont standards, qui vont mesurer en fait une série d'irritants qui font partie du contexte de l'environnement. Et les répondants vont pouvoir également préciser dans leur environnement précis qu'est-ce qui fondamentalement crée un impact sur leur activité. Et donc, ce qu'il a été également fait, il a été mesuré et comparé en fait les résultats donnés, la vicabilité mesurée par ces 10 questions, avec une méthode beaucoup plus large qui prend en considération toutes les variables de l'environnement, qui prend en considération les acteurs de l'environnement et qui mesure pour donc chacun de ces inputs la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté, pour avoir quelque part un chiffre qui est beaucoup plus élaboré. Et donc, on a une très grande collaboration, une analyse de corrélation pardon, très important entre les résultats donnés par cette approche très fouillée et les 10 questions. Donc, on tourne aux alentours de 0,8 en tant qu'indice de corrélation. Donc, ce qui signifie effectivement que ce n'est pas nécessaire d'avoir une analyse très approfondie de l'applicabilité du contexte, dans la mesure où on arrive à l'estimer au travers de ces 10 questions avec une marge d'erreur, on va dire, qui est très réduite. Ouais, un bon niveau de précision. Euh, Dans les engagements qu'on prend autour de ce diag, il y avait l'idée de faire une photographie qui met en exergue effectivement les points forts ou ce qui fonctionne bien dans l'entreprise et puis peut-être ces espaces de vulnérabilité. Euh, Comment en fait la méthode appliquée permet de cerner les axes d'amélioration d'une organisation, par exemple même à périmètre très étendu, plusieurs milliers de personnes en quelques semaines. Voilà. Comment ça émerge tout ça? Alors, on va en fait récolter les résultats, les données, les inputs de tous les répondants, qu'on va ensuite consolider. Et dans cette consolidation, on va avoir globalement pour toute l'organisation des valeurs, on va dire des leviers qui appartiennent aux différents domaines qui sont très activés, donc ce sont les talents agiles de l'organisation. Et puis, on va avoir également les points qui sont moins activés, qui vont montrer les restes ou les éléments de culture moderne, de culture industrielle qui appartiennent encore à l'organisation. Et donc l'idée, c'est de se dire, utilisons les talents pour faire évoluer finalement les leviers qui appartiennent encore à l'ère industrielle, si effectivement ces leviers sont des freins par rapport au développement. On a une deuxième approche également qui va regarder la corrélation en toutes les réponses qui ont été données par tous les répondants, de façon à identifier les leviers qui sont les plus impactants pour toute l'organisation. Et donc, si on travaille ensuite sur ces leviers qui sont les plus impactants pardon, et qui sont relativement bas dans l'activation, ça va permettre d'avoir un effet d'échelle qu'on peut même calculer, dire si on gagne par exemple 10% d'activation sur ce levier, vu sa corrélation, on Mmh. pourra avoir un impact par exemple de 3-4% sur l'agilité globale de l'organisation. Alors c'est une démarche, une approche qui semble être très statistique, très Mécanique. mécanique. L'idée, en fait, c'est d'être beaucoup moins dans son application mécanique, mais d'utiliser en fait le bon de ce qui est fourni par les chiffres. Voilà.
Ouais, ok. Et du coup, euh, comment cela peut se mettre en place dans ce contexte de distanciation physique? Est-ce que tout est fait à distance? Comment ça marche? Alors, on a effectivement la possibilité de tout faire à distance. Si je prends le dernier diagnostic qui a été fait avec une grosse boîte ici à Milan, tout a été fait en ligne et les accompagnements également commencent à être faits en ligne, en considérant fondamentalement donc cette situation de distanciation sociale. C'est-à-dire que pour certaines activités de développement, c'est intéressant d'accompagner, on va dire, physiquement. Mais pour l'instant, fondamentalement, on peut dire qu'il n'y a pas de barrière pour le faire de façon tout à fait distante. Ok. Et donc là, on parlait d'organisation et les questions portent beaucoup autour des organisations. Il y a une question qui était importante sur est-ce que c'est une démarche transposable finalement à un secteur d'activité qui est en mutation forte aussi avec des éléments de son environnement qui bougent et qui obligent l'ensemble, on va dire, des entreprises à se questionner. Voilà. Comment transposer peut-être ce diagnostic à une maille différente et peut-être même à une maille sectorielle? Est-ce que ça serait pertinent? Absolument. Et donc, merci pour cette question, Mathieu. Donc, on parle en fait d'analyse systémique, d'analyse en fait du système, et le système est toujours, et en fait dans tous les cas, un sous-système d'un système qui est plus grand que lui. Donc ça va nous permettre éventuellement de zoomer et de dire sur une organisation qui peut être une organisation de plusieurs milliers de personnes, par exemple, c'est commencé par un département, une unité qui est en Mm. fait beaucoup plus petite. Et donc on va zoomer tout en considérant ce sous-système intégré, en fait, inclus dans un système plus grand, comme on peut également avoir une approche sectorielle qui va intégrer en fait un certain nombre d'acteurs hein, qui font partie de ce secteur pour effectivement créer cette image globale qui sera Mm. utile au secteur, mais qui sera aussi utile fondamentalement aux composants, aux sous-systèmes du secteur, puisque dans cette approche, on peut consolider fondamentalement les données qui sont récoltées en fonction des paramètres d'agrégation qui peuvent être pratiquement infinis. Et donc, on peut avoir une macro-vue, une méso-vue ou une micro-vue, fondamentalement, pour nourrir fondamentalement les répondants avec ce qui est le plus pertinent pour eux. Ce qu'on va pouvoir noter, c'est que dans un environnement spécifique, donc on va appeler dans un micro-environnement, dans un microsystème, on aurait éventuellement des besoins particuliers qu'on ne va pas retrouver dans le mésosystème, hein, donc à des niveaux plus élevés, mais il est utile d'aligner en fait avec ces nutriments spécifiques le microsystème pour qu'il réponde en fait et qu'il s'aligne à l'ensemble du système. Dans l'approche, il est intéressant de donner à chaque unité, à chaque élément du système, ce dont il a besoin, les nutriments, on va dire, les vitamines spécifiques qui vont faire en sorte qu'il va jouer au mieux son rôle dans l'ensemble du système pour contribuer à la performance globale. Ok, merci, hein. Donc, grâce à toi, on souligne l'application de différentes granularités là-dessus. Et voilà. Bon, une fois qu'on a vu ça, finalement, qui est, enfin, j'allais dire, qui doit être le sponsor finalement de cette démarche? À quel niveau doit se situer le sponsor de cette démarche? Alors, dans l'implémentation en fait ou l'exécution d'un programme de transformation a le plus de chances d'aboutir, elle est plus facile, on va dire, à gérer si le sponsor est le grand patron et on est dans une situation d'urgence. Donc, imaginons la crise du Covid et le grand patron impose le télétravail. Euh, c'est urgent et l'ordre vient d'en haut. Là, on est dans la meilleure configuration, on va dire, pour accélérer la transformation et l'adoption. Euh, la formule opposée, il n'y a pas d'urgence qui est ressentie et le programme n'a pas, on va dire, de gestion, on va dire, par le haut. Et donc, à ce moment-là, on devrait utiliser d'autres outils de communication pour progressivement, en fait, informer et porter à bord, de proche en proche, les différentes parties prenantes et faire en sorte qu'elles puissent effectivement, elles aussi, commencer à contribuer. Et donc là, quand on regarde la littérature sur le change management, John Kotter, par exemple, porte en fait la création d'un esprit, d'un sentiment d'urgence hein, pour finalement mobiliser les parties prenantes. Et là, c'est identifier quelles vont être les personnes dans l'organisation qui ont cet intérêt pour la transformation et en les utilisant comme
comme agent du changement. Mais il est bien clair, effectivement, qu'on ne peut pas avoir la même cadence, on va pas utiliser les mêmes outils en fonction du sponsor et en fonction de l'urgence dont on dispose. Mais les différents cas de figure sont possibles. Et tu parlais donc, effectivement de cadence, de rythme et d'outils, de différents types d'outils. Finalement, quels sont ceux, comment s'accompagne ce changement pour favoriser l'implication des collaborateurs? Alors, l'idée, en fait, c'est d'impliquer tous les collaborateurs dans le diagnostic online. Et donc, l'implication dans le diagnostic, c'est déjà répondre, c'est se poser des questions, et c'est déjà une première prise de conscience. Donc, c'est fondamental de se dire, on va impliquer tout le monde, parce que tout le monde va faire partie du voyage, a priori. Et voilà, le fait de répondre pour faire en sorte aussi qu'au moment de la restitution des résultats, chacun se reconnaisse en disant j'ai participé aux résultats et au sondage, au diagnostic, et je me retrouve partiellement ou pas, hein, je pourrais être éventuellement un outlier dans mes réponses. À ce moment-là, j'aurais également d'autres problèmes, on va dire, d'homologation avec l'organisation. Et voilà, donc ça démarre fondamentalement par là. Ensuite, avec une approche collaborative pour faire en sorte que, en fonction des résultats qui émergent, c'est faire en sorte que chacun participe à l'élaboration en fait de ces solutions pour son micro-groupe, son mésogroupe, son macro-groupe, et faire en sorte qu'il y ait ce voyage agile qui commence. Ok. Effectivement, pour continuer, il y avait une question assez, assez opérationnelle qui disait, ok, moi je vois, je suis assez convaincu et en même temps, ce que je ne vois pas dans mon environnement très proche, professionnel, dans mes collègues, dans certains de mes collègues, c'est une capacité de chaque individu parfois à partager, une fois la photo partagée, à partager son cercle de compétences, à travailler vraiment avec l'autre pour que ce changement finalement se diffuse collectivement. Est-ce que ça veut dire que le diag ou l'accompagnement du changement n'est pas pertinent dans cette structure? Par quel chemin on peut passer? Par quel chemin ça va faciliter de faire appel à notre approche? Alors, il y a fort à parier, si on a une population qui est relativement résistante, ça va apparaître dans les résultats du diagnostic. Et donc là, ça va être on va dire un premier élément de prise de conscience et de travail pour effectivement se rendre compte que dans l'organisation, il y a une série de résistances par rapport à l'approche. Le deuxième point, et je voudrais pour ça citer Gandhi, qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et à partir du moment où on parle du changement, le changement, tout le monde veut du changement, mais personne ne veut changer. En référence à la vignette que tu partageais tout à l'heure. Donc là, je suis expert en fait de moi-même et je peux prendre mes responsabilités dans le contexte en fait du changement et être un exemple en fait pour les autres et être quelque part quelqu'un d'inspirant pour les autres. Et je pense qu'en conscience, chaque personne qui va être appliquée, donc qui est invitée à participer au voyage de transformation, c'est important de dire, et moi, qu'est-ce que je peux fondamentalement faire, plutôt que de ne pas bouger parce que je me dis, il y en a d'autres qui ne vont pas et ne se sont pas mis en mouvement. Et donc, si moi, je suis fondamentalement convaincu, et bien voilà, de commencer personnellement à être un exemple en fait du changement. Ok. Merci à toi. Je finirai en disant que là où on se rejoint, c'est que cette photographie permet de poser un cadre, permet d'identifier des limites, des points forts, et que c'est aussi cette sécurité-là qui va permettre peut-être à certains d'envisager le mouvement et le changement d'une manière différente que la résistance peut-être dont elles font preuve à un moment donné, et que cet accompagnement, ce cadre-là, se veut aussi un élément effectivement déclencheur de, d'un voyage, comme tu disais, vers un futur désiré et par l'ensemble. Ok? Tout à fait. Très bien. Merci Xavier. Merci Mathieu. Au revoir. Au revoir.